la paix. Monsieur le recteur de l'université de Kinshasa, ici représenté, Monsieur le doyen, chef de département, membre des différents bureaux facultaires, Monsieur le général-major Kibonge Moulumba Gédéon, commandant du collège des hautes études et de stratégie et de défense, général des brigades Mbiatou Aimé, commandant du commandement général des écoles militaires, général Bayou, secrétaire général académique du Tchèze, général Kassereka, auditeur, Madame et Messieurs les colonels et chers officiers supérieurs, Mesdames et Messieurs, honorables, Mesdames et Messieurs chercheurs et membres de la communauté universitaire, chers camarades étudiantes et étudiants, Mesdames et Messieurs à vos titres et qualités respectifs. L'Université de Kinshasa, la Faculté des sciences sociales, administratives et politiques, le département des sciences politiques et administratives et l'Observatoire de la gouvernance, cellule d'enseignement et de recherche, fonctionnant au sein de la faculté précitée, a la joie de vous souhaiter la bienvenue ici dans la salle de promotion Monseigneur Luc Gillon de la colline inspirée de Kinshasa. Les étudiants de notre alma mater ont souhaité appréhender les enjeux géopolitiques qui tourbillonnent le monde d'aujourd'hui. Et pour cela, ils se sont adressés à notre laboratoire et nous avons bien voulu associer la cité et l'université. En effet, l'Observatoire de la gouvernance se trouve à ce moment même dans un nouveau paradigme de pensée intitulé la co-construction méthodologique. Il s'agit de ramener l'université vers la société et de faire monter la société à l'université. Question de couper les barrières traditionnelles inutilement entretenues. Et donc, aujourd'hui, nous aurons à appréhender les enjeux géopolitiques, aussi bien sur la dimension théorique, conceptuelle et méthodologique, qu'avec des matériaux empiriques que nous apporte M. Freddy Moulumba, directeur du magazine Renaissance. Les deux intervenants que je vais vous présenter, le premier c'est le professeur Célestin Moussa Okalombombouyu. Actuellement, il est secrétaire général académique de cette université, mais ici, il intervient en tant qu'enseignant-chercheur. Il est titulaire de la chaire de géographie politique, de géostratégie et de géopolitique au département des sciences politiques et administratives. Il est le directeur de l'Observatoire de la gouvernance. Il prône, comme entre autres concepts, la déprogrammation positive de la gouvernementalité collective, comme déclinaison du paradigme d'éco-citoyenneté en vue de favoriser le changement de comportement nécessaire à partir de la base. Merci beaucoup. Et si présenter brièvement le professeur Moussa, on ne saura pas vous dire toutes ces publications et tout ce qu'il est. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Nous suivrons la conférence de M. Freddy Moulumba Kabouaï. Il est politologue et journaliste congolais, directeur général adjoint de la radio-télévision nationale congolaise. Et sur les plans doctrinal et conceptuel, il prône la renaissance africaine. Il dirige actuellement les magazines consacrés à cette problématique de la Renaissance. Ceux qui sont habitués aux questions de géopolitique, de géostratégie, comprennent bien l'origine, l'histoire et la trajectoire du paradigme de la Renaissance africaine. Lui-même, il nous en dira plus. Je vous demande d'applaudir. Je vais immédiatement accorder la parole au professeur Célestin Moussa Okalombo pour son mot introductif. Je vais essayer de faire un effort de présenter ces mots introductifs
en essayant de répondre à une série de questions ou à soulever une série de questions. Parmi ces questions, nous avons: comment interpréter les comportements et discours d'acteurs nationaux et internationaux en vue de comprendre et expliquer la réalité congolaise face aux nouveaux enjeux géopolitiques? Quels sont aujourd'hui les nouveaux enjeux géoéconomiques du monde? Pourquoi peut-on parler de nouveaux déséquilibres mondiaux? Comment la RDC est-elle perçue par les acteurs qui tourbillonnent les enjeux géopolitiques du moment? Parce que répondre à ces interrogations risquerait de me situer dans une dimension de quelqu'un qui est partisan. Mais grâce à l'approche politologique, on présente une production minorée, donc inférieure, afin tout simplement d'échapper à payer ce qu'il faut au fisc. En fait, les revenus miniers représentent chaque année autour de 10 milliards de dollars de revenus à l'exportation, mais proviennent presque entièrement de l'extraction pure et non de la transformation à plus haute valeur ajoutée. Et pourtant, si vous vérifiez les statistiques ou les données statistiques, vous trouverez que les diamants, qui se trouvent principalement au Kasaï, ancienne formule, le coltan, qui se situerait au Kivu, le cobalt, trop convoité actuellement parce que devant être utilisé pour des batteries de voitures électriques, toutes ces substances minérales présentent une haute valeur aujourd'hui. Une mosaïque d'acteurs a mobilisé des énergies pour exercer de fortes pressions et réactions contre la réforme minière. Il s'agit des milieux financiers internationaux, des entreprises multinationales minières, des ONG internationales et des milieux diplomatiques et journalistiques. Par exemple, Marc Buston estime que la rédaction du Code minier congolais devrait impliquer les investisseurs du secteur, mais on doit quand même se poser la question de savoir depuis quand et où est-ce que les questions de souveraineté, à l'instar de la législation nationale, impliquent le monde des affaires internationales. Donc quand vous voulez légiférer, vous impliquez d'abord le monde des affaires internationales. Où est-ce qu'on voit ça au monde? C'est ce que les multinationales et autres milieux industriels financiers voudraient pour la République démocratique du Congo, qu'il faut d'abord associer les tireurs de ficelles avant de pouvoir élaborer votre législation. Comme on s'en rend compte, ce Code minier de 2018, à l'instar de toutes les initiatives nationalistes, au cœur des enjeux de lutte, la guerre, mes chers frères, est orientée contre la République démocratique du Congo et non contre un quelconque régime ou une quelconque personnalité politique. C'est contre la République démocratique du Congo. L'abandon du régime minier conventionnel au profit du régime minier de droit commun constitue la réforme qui caractérise ce code minier de 2018. Parce que beaucoup de gens se posent la question de savoir qu'est-ce que finalement qui a été réformé, qu'est-ce qu'on a réformé. Il y a plusieurs points. Là, je vous renvoie au texte que vous allez lire. Sûrement, M. Freddy va y revenir avec des exemples concrets. On propose l'abandon du régime minier conventionnel, l'introduction d'une distinction entre les conditions d'octroi et de déchéance. J'insiste sur l'obligation faite aux opérateurs miniers d'assurer la protection de l'environnement concerné par l'activité minière et de restaurer les sites après exploitation. Alors, la problématique de l'eau douce, il faut quand même qu'on en parle, parce que j'ai dit que je vais parler de 3 illustrations.
la problématique du code minier, la question d'eau douce et puis la sociologie du numérique. Depuis la naissance de l'État indépendant du Congo et tout au long de la vie étatique congolaise, les enjeux fonciers transformant l'espace public en un champ de bataille entre intérêts privés et intérêts collectifs ont toujours existé, sont et seront toujours d'actualité. L'enjeu foncier de demain ne sera pas nécessairement le caoutchouc, nous devons le savoir et nous le savons déjà, ni les minerais comme on vient de le dire tout à l'heure, mais ça sera l'eau ou l'oxygène congolais. La problématique des transferts des eaux du bassin du Congo vers le lac Tchad défraie la chronique actuellement. De quoi s'agit-il depuis que le président tchadien Idriss Déby a déclaré à la dernière conférence d'Abuja, au Nigeria, consacrée à la question d'approvisionnement du bassin du lac Tchad, il a dit « Si on ne donne pas l'eau, j'irai en chercher ». Vous comprenez ce que cela signifie? Si on ne nous en donne pas, lui ira chercher cette eau. Bien sûr, on peut prétendre qu'il y a des façons de chercher par le dialogue, la négociation, mais je crois que c'est plus en utilisant les moyens forts, les moyens redoutables, ce qui sont les armes. Parce qu'il n'y a pas de moyens qui dépassent les armes à utiliser. Bien entendu, en démocratie, on parle de la population. Mais dans le contexte d'Idriss Déby, quand il dit que j'irai la chercher, c'est qu'il sait ce qu'il va employer comme moyen pour chercher cette eau si on ne veut pas la lui donner. Mais on ne peut pas s'y engager sans suivre les indications données par les scientifiques congolais. Par exemple, notre faculté des sciences agronomiques de l'Université de Kinshasa pense qu'il faut absolument tenir compte des avis techniques des scientifiques, notamment de la République démocratique du Congo. Mais curieusement, il y a des gens qui s'arrangent, quelques Congolais qui s'arrangent. Quand il y a ce genre de conférences auxquelles des fois la République démocratique du Congo n'est même pas invitée, ils s'arrangent à représenter la République démocratique du Congo. D'ailleurs, j'ai appris, professeur Bissa, j'ai appris que le gouvernement envisagerait, ou le ministère des Affaires étrangères envisagerait de porter plainte contre ces Congolais qui s'arrangent pour représenter la République sans mandat. Si le front climatique et des émissions de gaz à effet de serre, la République démocratique du Congo monte au premier plan d'agenda planétaire. Préserver le deuxième massif forestier de la planète est devenu une priorité climatique. Pas seulement pour le gouvernement, c'est vrai, donne le ton, mais ça doit être l'affaire de l'ensemble de la population congolaise. À la lumière de ce qui précède, rien que sur le plan technique, l'option du transfert d'eau du bassin du Congo vers celui du Tchad est déficitaire, à moins que ce transfert d'eau se fasse à l'embouchure. Paradoxalement, la déclaration politique exprimée à la fin de la dite conférence n'a pas suivi les avis techniques. Et nous devons être prudents. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un sens du nationalisme qui passe par le refus des injonctions de l'empire des donateurs, grâce à l'éducation fondée sur l'éco-citoyenneté. Il faut bannir les antivaleurs à tous les niveaux. Il faut la maîtrise des enjeux nationaux et internationaux grâce à l'intelligence stratégique. Et il faut une géopolitique des civils et une géopolitique des militaires. En tout, s'il n'y a pas la déprogrammation positive des mentalités, s'il n'y a pas de changement des mentalités, rien ne peut se faire. J'ai dit et je vous remercie. Pour Joseph Naï, nous assistons à deux mouvements qui se déroulent en même temps,
dans un monde en plein bouleversement. La transition de la puissance avec la Chine et la transmission de la puissance des États vers les acteurs non étatiques. Vous comprendrez pourquoi M. Soros est devenu très puissant. Pour le professeur Andrew McQuaid de l'Université de Wisconsin, dans son livre « Dans l'ombre du siècle américain », l'émergence et le déclin de la puissance mondiale américaine, les États-Unis n'existeront plus d'ici une décennie ou deux, tout au plus comme une puissance. Les vides, une puissance mondiale, les vides mondiaux qu'ils laisseront derrière eux sera comblé par la Chine, qui s'affirme déjà comme un poids économique et militaire, ou peut-être y aura-t-il un monde multipolaire découpé entre la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, la Turquie, l'Afrique du Sud et quelques autres États. Ou peut-être que les villes seront comblées par une coalition de sociétés transnationales, de forces militaires multilatérales comme l'OTAN et un leadership financier international autoproclamé à Davos, ou Bilderberg, qui forgeront un lien supranational pour supplanter toute nation ou tout empire. D'ailleurs, le président Barack Obama est le premier président des États-Unis d'Amérique à faire le constat presque explicite que son pays n'est plus en mesure d'assurer le type de leadership que ses prédécesseurs voulaient préserver ou imposer, écrit Bertrand Badi. Face à cette situation d'incertitude, Jacques Attali et Henry Kissinger estiment que le monde aurait grand besoin d'un nouvel ordre mondial, à défaut de quoi le chaos géopolitique menace de s'installer. Les bénéfices d'un tel ordre sont la promotion de la libre-échange, d'un système financier international stable, des mécanismes de résolution pacifique des litiges internationaux et des règles limitant l'ampleur des guerres lorsqu'elles surviennent. Mais les États-Unis ne sont plus les seuls maîtres du monde. La Chine est aussi devenue puissance économique mondiale et donne sa version du nouvel ordre mondial. Pour le président chinois, Xi Jinping, il faut un nouvel ordre mondial politique et économique plus stable et légitime basé sur la coopération gagnant-gagnant. Depuis 2013, sous la direction du président chinois, la Chine a en effet proposé la grande initiative Une ceinture et une route pour corriger la mondialisation à l'américaine, actuellement à bout de souffle. Ce projet chinois a comme objectif la mise en place d'une mondialisation inclusive, une coordination en matière de politique, une interconnexion des infrastructures, une facilitation du commerce, une intégration financière et une compréhension mutuelle des peuples. Avec les BRICS, la Chine revendique un monde multipolaire qui est plus équilibré et plus démocratique. L'auteur français Jean-Louis Beffa, dans son essai « Les clés de la puissance », analyse autrement cette nouvelle géopolitique. Il voit un monde à la puissance maîtrisée, dominé par les duos américains et chinois. Chacun dispose d'un hinterland de contrôle. Pour les Américains, l'Amérique latine et dans une moindre mesure l'Europe. Pour la Chine, l'Asie centrale et la mer de Chine. Les lieux des affrontements ou des confrontations contenues sont l'Afrique, l'Arctique et l'Asie-Pacifique. Le monde est donc celui du duopole sino-américain où chaque partie tente d'avancer sans faire tomber l'autre. La géopolitique de la domination a ainsi laissé la place à une géopolitique de la coexistence entre États dont la puissance est proportionnelle à leur importance économique et à leur poids démographique. Malheureusement, dans cette nouvelle configuration du monde, l'Afrique reste la banlieue de puissance où les anciennes et les émergentes s'affrontent pour le contrôle des matières premières, ce qui est fort dommage. Voilà un bref survol d'imitation géopolitique depuis 1945 jusqu'à ces jours.
Ce survol nous aide à comprendre la position de notre pays face à ces nouveaux enjeux géopolitiques planétaires. Donc, actuellement, notre pays est au cœur de nouveaux enjeux géopolitiques. Il faudrait que nos élites soient conscientes. Depuis 1885, lors de la conférence de Berlin, l'histoire a fait que la RDC se trouve au centre des enjeux politiques. Produit d'une géopolitique à la conférence de Berlin en 1985, la RDC fait face aujourd'hui aux nouveaux enjeux politiques entre les puissances occidentales et les puissances émergentes avec la Chine en tête. Selon un rapport de la Banque mondiale, les panneaux solaires et les éoliennes sont en effet particulièrement gourmands de minerais. La réalisation de cette transition énergétique nécessitera d'énormes quantités de minerais et de métaux. Il s'agit d'aluminium, cobalt, cuivre, minerais de fer, lithium, terres rares, etc. Ici, il faut relever que certains minerais et métaux indispensables, considérés comme stratégiques et surtout critiques à la transition énergétique, se trouvent dans notre pays, la RDC. On peut en retenir des aspects décrits par Alexandre Payard, directeur du domaine armement et économie de défense à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire en France, pour qui le caractère stratégique d'un métal est lié à son importance dans la chaîne de production, à son niveau de rareté et à sa position géographique. Au regard de ces différents critères, sa dimension stratégique est variable dans le temps selon les applications techniques qui en sont faites, les évolutions de l'offre et les tensions géopolitiques qui peuvent connaître ponctuellement des pays producteurs. Si un métal est absolument indispensable à des filières industrielles spécifiques, concentrées géographiquement dans une région à haute potentialité géopolitique et faisant l'objet de phénomènes de rareté, ce métal est alors considéré comme critique, pas seulement stratégique. Parmi ces minéraux stratégiques et surtout critiques, on peut citer le cobalt. La RDC en tient les monopoles avec plus de 60% des réserves mondiales. À cela, il faut ajouter les terres rares et d'autres minéraux dont la quantité n'est pas négligeable. Tout cela mis ensemble, vous comprenez alors pourquoi la promulgation du nouveau code minier de la RDC a mis en ébullition les milieux multinationales, minières et les grandes puissances. Alors, deux facteurs d'instabilité peuvent être étudiés dans le cadre géopolitique. Les premiers concernent la politique de puissance menée par certains États pour s'assurer le contrôle des ressources nécessaires à leur sécurité. Le deuxième facteur est une conséquence du premier, qui provoque une lutte entre grandes puissances pour le contrôle des ressources au détriment des régions où sont tirées ces ressources. Par conséquent, la compétition entre les puissances occidentales, et la Chine pour le contrôle de ces minéraux stratégiques en RDC devient une question de vie ou de mort. Et surtout, que la Chine est manifestement en position de monopole sur plusieurs d'entre eux. C'est ici qu'il faut placer la guerre hybride. La guerre hybride, c'est un conflit lié à des menaces intérieures et extérieures d'un pays où plusieurs types d'hostilités sont utilisés simultanément. Des forces militaires conventionnelles, une tactique des forces militaires irrégulières, ainsi que des activités illégitimes visant à déstabiliser la situation. Avec la mise en place de nouvelles routes de la soie, initiative Une ceinture et une route, proposée par la Chine, les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne répondent par les guerres hybrides. Pour les géopolitologues russes Andriy Korybko, les puissances occidentales utilisent la guerre de l'information et des ONG pour exacerber les lignes de discorde déjà existantes dans un pays ciblé, ou parfois en créant de nouvelles confrontations pour utiliser ces partenaires régionaux pour acheminer les armes et les soutiens matériels au mouvement antigouvernemental naissant, profitant de l'intérêt commun qu'ils ont à voir la nécessité de cette initiative.
Et l'auteur russe précise qu'il s'agisse d'un ajustement de régime, ça signifie concession politique, d'un changement de régime, ça signifie changement de leadership, ou d'un redémarrage de régime, ça signifie réforme politico-constitutionnelle totale, les États-Unis d'Amérique souhaitent un résultat qui leur permettra d'interférer avec les nouvelles routes de la soie construites dans le monde entier. C'est ainsi, souligne le géopolitologue russe, que se présente le triangle de stabilisation. Vous avez le Nigeria en Afrique de l'Ouest, vous avez l'Éthiopie dans sa moitié est, et la RDC, notre pays, en son sein, sont tous susceptibles de subir d'importants troubles de type guerre hybride dans un prochain avenir. Les scénarios les plus défavorables étant que ce triangle de stabilisation, donc Nigeria, RDC et l'Éthiopie, que ce triangle de stabilisation crée un trou noir de chaos dans l'espace qui les sépare, empêchant ainsi l'intégration transcontinentale d'un océan à l'autre de la route de soie, rapportant encore les rêves africains. Dans son ouvrage « Minerais stratégiques, enjeux africains », publié aux éditions Le Monde, presse universitaire de France en 2013, Apolli Bertrand Meneni montre les liens entre conflits en Afrique et exploitation minière dans la région des Grands Lacs. Il révèle ainsi une corrélation étonnante entre les crises qui ont secoué la région depuis 1996, vous comprendrez la guerre de l'AFDEL, et les booms miniers qui ont suivi certaines évolutions technologiques. En 1996, la consommation de germanium, sous-produit du cuivre et du zinc, principaux minéraux exploités en RDC, explose à cause de son utilisation dans les technologies de l'Internet et l'optique. Cette époque correspond au début de la guerre civile en RDC, donc ça correspond à la guerre de l'AFDEL. En 2000, la crise s'accentue et l'anarchie s'installe. En parallèle, le tantal et le tungstène, très présents dans la région, deviennent essentiels à l'industrie aéronautique et électronique. Vous comprendrez encore les guerres d'Nkunda et des autres, l'instabilité qui se passe dans notre partie Est. En 2004, s'ajoute à ces minéraux l'étain, dont les cours sont dopés par l'interdiction du plomb par les autorités sanitaires des pays européens. La région est également le théâtre des affrontements entre les puissances qui concourent à son instabilité. Les puissances occidentales utilisent le Rwanda et l'Ouganda et d'autres pays pour créer un chaos au Congo. À ces guerres pour le contrôle des ressources naturelles RDC s'ajoute la guerre de l'eau qui menace notre pays. Modeste Mutinga avait déjà publié à ce sujet un livre sous le titre « La guerre de l'eau à la porte de la RDC » aux éditions Le Potentiel en 2015. Dernièrement, une conférence internationale s'est tenue au Nigeria sur le transbordement de l'eau de la rivière Ubangi vers le lac Tchad. Le projet Transqua, qui prendra de l'eau du bassin du Congo à travers un canal de 2400 km, une société chinoise et une italienne, Bonifica, à l'origine de ces projets controversés il y a plus de 30 ans, vont continuer les études de faisabilité pour des projets agro-industriels financés par les multinationales. On a même créé un fonds de développement africain pour ce projet de remplissage du lac Tchad, menacé d'assèchement par les eaux de l'Ubangi, principal affluent du fleuve Congo, sans que la RDC ne soit représentée. Et certains États africains sont prêts pour faire la guerre à notre pays. Mais, en réalité, ce sont les multinationales occidentales, chinoises et autres qui sont derrière ces projets et qui veulent mener une guerre par procuration. Face à ces menaces qui pèsent sur l'avenir de notre nation
trois importantes mesures méritent d'être prises pour préserver la patrie en danger. Première mesure, la protection par l'armée. Je pense que les militaires sont là, et par des lois, de nos richesses convoitées. Car depuis l'indépendance de notre pays, nos richesses sont pillées par les multinationales comme du temps de la colonisation. Dans ces conditions, elles seront contraintes de les acheter au lieu de les piller sans vergogne, en sémant des conflits et en armant des groupes armés pour encourager la population à s'entretuer et perpétuant ainsi la déstabilisation du pays. Deuxième point, la protection des dirigeants politiques qui prennent le risque de s'opposer à la prédation de nos richesses, car nous avons déjà connu les assassinats des patriotes Patrice Emery Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila. Je pense que c'est qu'il y a des jeunes dans la salle, il faut relire l'histoire, parce que pendant cette période, c'était l'Union soviétique et le Congo qui contrôlaient la production du cobalt. Ça, c'est Larry Delvin qui écrit dans son livre, c'était un ancien de la CIA, dans ses mémoires. Donc, enlevez l'Union soviétique, mettez la Chine. Vous comprendrez la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Il faut nécessairement, le troisième point, il faut nécessairement mobiliser notre peuple pour barrer la route aux ennemis de notre pays et de notre État. Voilà ma petite contribution au débat national sur les nouveaux enjeux géopolitiques auxquels notre nation et notre pays sont confrontés. Je vous remercie. Donc nous prendrons deux séries d'interventions et en premier lieu nous commençons avec le professeur Godet, actuel chef de département des sciences politiques. Merci. Monsieur le conférencier, je vous remercie. Cependant, je fais un constat. Vos discours scientifiques semblent être alarmistes et dénonciateurs, sans pour autant proposer des solutions concrètes. Je connais bien M. Freddy qui se bat bec et ongle pour parler de la balkanisation de la RDC, mais je me rends compte qu'il est souvent alarmiste. Vous ne proposez pas de solutions concrètes, durables. J'interviens, je suis manager. En management, lorsque vous avez les objectifs, il faut des stratégies pour atteindre des résultats. Faire l'apologie de nos richesses, c'est bien beau. Dire qu'on nous en veut, c'est bien beau. Et voici ma question, Monsieur Freddy, Monsieur le professeur Moussaou, mon aîné. Cette petite question vous concerne, vous deux. Est-ce les richesses, les potentialités que nous avons est une malédiction? Est-ce que c'est une malédiction? Si oui, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que nous sommes menacés, convoités de part et d'autre. Si ce n'est pas une malédiction, quelles sont les solutions durables? C'est vrai, nous sommes spécialistes des investissements. Et nous avons aussi un master en sécurité intérieure. Et comme on a cité des ouvrages, je promets au conférencier, Freddy, je vais lui transmettre mes deux ouvrages sur les investissements et la justice. Parce qu'au-delà de ça, on est aussi avocat près la Cour suprême de justice. Donc, nous sommes praticiens. C'est vrai, comme une observation, comme le chef de département d'Espeya, mon voisin immédiat, l'a dit, je rentre dans la Bible. Nous avons la Genèse qui parle de la création et nous avons l'Apocalypse qui parle de la fin. Dans l'Apocalypse,
on dit qu'il faut envoyer un ange qui va lier les dragons anciens. C'est cela la fin. Alors, si vous pensez qu'il y a un diable au Occident, ni la prière du cardinal, ni celle de l'apôtre ne peut mettre fin à l'hégémonie. Mais par contre, les scientifiques, nous cherchons à épiloguer sur ce que l'autre, comme sa faute, sa responsabilité. Mais quelle est la responsabilité des gouvernants congolais? Mais pourquoi les autres pays avancent avec le même diable et avec le même Dieu? J'ai dit, je vous remercie. Oui, merci beaucoup, professeur. Tous les deux. Je pense que les professeurs font des recherches. D'abord, ce qui est étonnant, il y a 6 ans, je me pose une question. Moi, je fais du Sciences Po, mais ce journaliste, je suis à la Cité. Quand vous voyez la Cité quitter, donc quelqu'un de la Cité venir à l'université, ça prouve que notre université a des problèmes. Normalement, c'est vous qui devrez faire des recherches et proposer à notre société quelque chose. Je suis venu ici, c'est pour Je vais vous répondre, professeur, ne vous en faites pas, je vais vous répondre. D'abord, c'est pour qu'il y ait un débat. Parce que si ça fait longtemps qu'on parle que la guerre éclate à l'Est, il est rarement, d'abord dans nos universités, qu'on fasse un débat de fond. Je dis scientifique, pas politique. Donc j'ai pris ce risque pour venir vous parler, que les débats commencent. C'est anormal qu'il y ait des guerres depuis 1994 jusqu'à ce jour. On ne voit pas de solutions proposées par nos scientifiques. À quoi sert l'université? Publier des livres, mettez-les sur la place publique. Je pense que les hommes politiques vont se référer. Là, je voudrais répondre au professeur qui dit « je suis alarmiste ». Professeur Godet, je pense que vous étiez encore assistant. On est venu ici au département de Sciences Po avec professeur Kabongo Madou et le fait professeur Biyoya. On a fait un débat sur la balkanisation. Tous les scientifiques, les grands, étaient là. Je ne sais pas si vous avez suivi les débats qu'on fait passer sur Télé 7. Les réponses sont dans ces débats-là. Ce sont des professeurs d'ici qui ont donné des réponses. Professeur, nous avons publié un ouvrage collectif avec des scientifiques congolais, en particulier le professeur Moukoka Senda, des scientifiques congolais qui travaillent à l'étranger, intitulé « Projet de la balkanisation sur la RDC ». Le livre est sorti en 2013. Je vais demander combien de gens ont lu ce livre. C'est la question. Les réponses à vos questions sont dedans. Moi, je suis désolé. Je suis désolé parce que je vais vous apporter quelque chose ici, s'il vous plaît. Nous sommes à l'université, nous ne sommes pas à la cité, s'il vous plaît. Nous sommes à l'université, c'est l'excellence ici. Il ne faut pas parler comme des femmes de ménage. Ici, c'est la science qui parle. Argument contre argument. Personne n'a le monopole de la vérité. Ici, c'est la recherche. Professeur, vous dites malédiction ou... S'il y a malédiction, donc les richesses du Congo sont-ils une malédiction pour notre pays? J'ai dit, nous sommes tombés dans les pièges occidentaux. On a construit des paradigmes dans lesquels nous sommes tombés. Il faut faire par tous les moyens pour déconstruire ce discours qui vient des milieux scientifiques occidentaux et reconstruire d'autres paradigmes pour nous-mêmes. Regardez un pays comme la Russie. La Russie est trop riche. Est-ce que c'est une malédiction? Aujourd'hui, les Européens, les Occidentaux ne peuvent pas aller en Russie faire la guerre parce qu'il y a une armée. Poutine est debout. Tout est question de rapport de force, professeur. Ce n'est pas une malédiction, ça c'est une construction occidentale qu'on nous a mis dans la tête. Il faut déconstruire rapidement. Et nous libérer de la tutelle intellectuelle occidentale. Il est temps. Et construire de nouveaux paradigmes. Parce que les paradigmes que nous avons jusqu'à présent, c'est les paradigmes de 1885. Pour ceux qui connaissent l'histoire.
On a construit un monde par le monde occidental, où vous avez la civilisation occidentale la meilleure. Et donc, nous sommes les derniers, les barbares. Entre les deux civilisations, vous avez les Asiatiques et les Arabes. Et ça fait que ces paradigmes courent jusqu'à aujourd'hui. C'est ainsi, quand un point se passe ici, vous-même, vous faites référence à l'Occident, et l'Occident pense qu'il peut nous imposer n'importe quoi. Donc, il est temps, nous sommes ici, c'est la science, de produire la pensée et de construire ces paradigmes et produire notre pensée pour notre peuple et pour notre Afrique. Professeur qui dit les diables Occident, la responsabilité du gouvernement congolais. C'est vrai. Ceux qui sont au pouvoir ne sont pas des saints. Mais je pense qu'une lecture historique peut nous aider. Nous sommes tous les produits d'une école occidentale, qui nous a formés pour vivre soi-même et qui nous a formés pour, comment dirais-je, aider les anciens patrons et non aider notre peuple. Donc, il faut réformer l'école et l'université. Nous aurons nos propres élites qui vont travailler pour notre peuple et pour notre État. Je voudrais vous répondre par un livre. Je pense qu'il y en a aux facultés de Sciences Po, au CEP. Le livre a été publié par Liao Kanza. Les origines sociales du sous-développement politique au Congo belge. Je préfère vous lire ce que Kanza a écrit. Il est déjà décédé. C'était sa thèse à Harvard. Parce qu'on va dire qu'il l'a fait ici, il l'a fait chez les Blancs là-bas, à Harvard, en Amérique. Je vais vous lire ça. Kanza, il dit ceci. Avoir affaire avec l'union minière, ce n'est pas seulement avoir affaire indirectement aux intérêts investis par l'empire financier qu'est la Société Générale de Belgique, mais c'est aussi avoir affaire à ces nombreux influents actionnaires dispersés dans le monde capitaliste et colonialiste, tel l'Empire britannique, à travers un de ses représentants, Cecil John Rhodes, de la Tanganyika Concession Limited, l'Empire portugais représenté par les financiers du chemin de fer de Banguela, l'Empire français, l'Empire hollandais, les intérêts américains et allemands, canadiens, représentés tous dans les diverses sociétés comme partenaires de l'Union minière du Katanga. Ça signifie quoi? Ce qui nous arrive aujourd'hui, ça a des sources dans l'histoire. Le Congo, dès le départ, c'était considéré comme une colonie internationale, pour ne pas dire une entreprise financière. Donc le travail à faire aujourd'hui, c'est rendre le Congo aux Congolais. Et ça demande d'abord libérer l'imaginaire, des intellectuels surtout, qui pensent que l'Occident va nous garder éternellement dans ces conditions. Le monde est en pleine imitation. La Chine, qui était aussi dominée, a changé de paradigme. C'est à vous de préparer, donc de produire d'autres paradigmes pour aider notre peuple d'être debout. C'est ça le rôle de l'intellectuel, le rôle de la science. N'attendez rien des hommes politiques. La responsabilité des hommes politiques, c'est vrai. Vous avez vu beaucoup, d'ailleurs, ceux qui étaient universitaires ici, quand ils sont à la cité, hein, ils aiment les honneurs. Mais nous sommes produits d'une société qui est en crise. On n'a plus de repères. 20 ans. 20 ans de crise. On n'a plus de repères. Il faut y travailler. Donc, je ne suis pas venu ici pour dire qu'il faut faire cela, mais je voudrais qu'on relance les débats. La science doit parler. Ce n'est pas normal qu'on ait beaucoup d'intellectuels ici, que l'État soit dans ces conditions. Libérez l'imaginaire, mettez-vous debout. Je voudrais répondre aux questions, donner les éléments de réponse, parce que répondre, ce n'est pas toujours évident. Je vais donner des éléments de réponse aux questions soulevées par le professeur Achuel, chef de mon département des sciences politiques et administratives, et le professeur Kabanda. Achuel, chef de département, dit que nous avons eu un discours scientifique alarmiste, sans solution concrète, durable. Parce qu'estime-t-il,
en management, quand il y a un problème, il faut développer des stratégies pour arriver à des solutions. Je crois que c'est ce que nous avons essayé de faire avec beaucoup de modestie. Parce que nous avons identifié les enjeux majeurs actuels que nous avons considérés comme les nouveaux enjeux géopolitiques. Nous avons singulièrement essayé de prendre la question minière, qui est une question ancienne et nouvelle à la fois. Et nous avons aussi relevé la question d'exploitation d'eau. Si nous disons qu'il faut arriver à la notion d'éco-citoyenneté, cela voudrait dire que la gestion des ressources minières passe par l'intelligence stratégique. C'est une proposition, c'est une solution que nous préconisons. Il faudrait que les acteurs qui se trouvent dans la filière de gestion de toutes ces questions puissent développer l'intelligence stratégique et poser la problématique qu'il faut au moment opportun et s'impliquer dans la gouvernance et aussi lutter contre les antivaleurs. Nous l'avons proposé. Et si nous disons qu'il faut une géopolitique des militaires et des civils, si sur le plan diplomatique, ce sont ceux qui ont été initiés à l'école de la négociation qui peuvent s'engager, les militaires doivent défendre la République en utilisant les armes. Vous avez dit qu'ils sont beaucoup plus corruptibles, vous avez dit que l'armée est corruptible. Mais moi, je voudrais répondre à cette question. La déprogrammation positive de mentalité à laquelle on ne cesse de faire allusion, c'est une problématique qui concerne tout le monde. Il ne faut pas croire, et il faut vous rappeler même l'histoire de cette armée. Pendant la Deuxième République, ce qu'elle représentait, et après plusieurs années de guerre, dont la plupart sont fomentées par l'Occident. Et vous savez comment le recrutement a été fait. Mais il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits, à leur niveau, bien entendu, pour restructurer les choses. Essayez de visiter le rectorat de l'école, du collège des hautes études stratégie et défense. Vous allez vous rendre compte que les choses ont sensiblement changé. L'effort aujourd'hui est de faire de cette armée une armée républicaine qui doit vivre dans une population qui s'exerce aussi à prendre la démocratie. Je pense que nous avons bien proposé des choses, les antivaleurs qu'il faut combattre, la maîtrise des problèmes nationaux et internationaux, en tenant compte du contexte. Et quand nous avons évoqué la problématique de la sociologie du numérique, mais ce sont les gens qu'on appelle entre guillemets intellectuels qui bombardent des messages sans les critiquer. Si nous disons qu'il faut l'éco-citoyenneté, est-ce que ce n'est pas une proposition, cher professeur, cher département? C'est déjà une solution, mais il faut comprendre ce que cela signifie. Tout passe par la transformation de l'homme. Nous avons assisté dernièrement au forum avec les amis de la coordination et ils sont partis suivre cette formation le 4 mars et les leaders de l'éducation ont été invités les 5. La Corée du Sud, en 1960, était essentiellement pauvre. Mais allez aujourd'hui, vous allez trouver que les choses ont fondamentalement changé et disent que c'est un problème de mentalité, un problème d'éducation. Mais cela doit commencer effectivement à l'université. Si par exemple, mes chers étudiants, laissez-moi, ayez pitié de moi que je puisse en profiter, parce que vous êtes là. Si le courant, par exemple, saute, il est 22 heures. Chez les recteurs, il y a aussi l'obscurité, n'est-ce pas? Mais on voit quand même les étudiants, l'élite de demain, qui se dirigent vers la résidence du recteur pour chercher le courant comme si le recteur était devenu un ingénieur électricien. C'est dans des petites choses comme ça que nous devons changer. Comprendre que c'est un problème technique qui peut arriver à un certain moment. Et là, ce ne sont pas les gens de la cité, par exemple. Ce sont ceux que nous considérons comme fer de lance de la société de demain. Professeur Kabanda, vous posez la question de savoir comment les autres évoluent avec les diables tout en avançant et que nous n'avançons pas. Il y a un problème. Parce qu'à un certain moment, le problème se situe à divers niveaux, quoiqu'à des responsabilités différentes.
Si les autres ont avancé effectivement avec le diable entre guillemets, il faut situer la problématique dans les contextes des différentes questions de convoitise, l'instrumentalisation des acteurs nationaux congolais que nous avons appelés dans notre communication les commissionnaires. Il y a des commissionnaires locaux, des commissionnaires internationaux, qui dans leur laboratoire, ils ne cherchent que comment faire en sorte qu'il y ait inimitié entre population et gouvernants. Certes, nous reconnaissons que les gouvernants doivent effectivement faire un effort. Pas seulement les gouvernements, tout le monde, y compris la base. Le recteur du collège disait que il faut que ça parte de la base jusqu'au sommet. Et on sait qu'au niveau du sommet, c'est l'intuition. Les étudiants en sciences politiques suivent les cours de planification, non? Il y a planification, conception, administration des projets. Que doivent faire les chefs? Les chefs, n'est-ce pas, c'est l'intuition? Répondez, chers étudiants de deuxième licence, vous n'êtes pas là? Est-ce que les chefs, c'est l'intuition ou ce n'est pas l'intuition? Si c'est l'intuition, qui doit s'approprier de cette intuition? Et il faut la socialisation à tous les niveaux. Professeur Kabanda, la socialisation doit être à tous les niveaux. Dans tout ce que nous avons comme formation politique, les partis politiques, l'école maternelle, il faut même mettre à contribution les églises pour donner une éducation citoyenne. S'il y a des groupes qui cherchent à pousser à l'incivisme, à ce moment-là, il y aura une fissure entre gouvernants et gouvernés et chacun va chercher à tirer la couverture de son côté. Moi, je crois que si nous changeons de mentalité, nous allons évoluer avec ce que vous considérez comme diable. Je vous remercie. J'ai deux mises au point et une petite question. La première mise au point, c'est que au niveau de l'université, nous faisons la recherche, puisqu'on a semblé dire qu'il y avait un problème de recherche. Je confirme que nous faisons la recherche, mais cette recherche reste, ou les résultats de nos recherches restent au niveau de l'université, puisqu'il n'y a pas un canal qui permet à ce qu'il y ait échange entre la cité et l'université. Et à cette occasion, deuxième mise au point, nous qui sommes chercheurs à l'université, nous sommes confrontés au problème de vulgarisation de nos recherches. Et je suis content que M. Freddy soit maintenant DG au niveau de la RTNC, va certainement nous permettre de vulgariser les résultats de nos recherches. Puisque une fois, j'ai eu l'occasion de passer à la RTNC par rapport à ce que j'avais produit comme ouvrage, mais cette émission est passée à 23h30. Donc, allez-y comprendre. Donc, cela ne peut pas permettre à ce que tout le monde soit au courant de ce que nous faisons. Acceptons tous la paix.